Steve Mayakanisso est retrouvé mort dans la Loire le 29 juillet 2019. Il avait 24 ans. Il était porté disparu depuis le 22 juin 2019 au matin. Il a été vu pour la dernière fois la nuit précédente sur le quai du président Wilson, sur l'île de Nantes, où il s'était rendu pour participer à la fête de la musique. Cette nuit-là, entre 4h et 5h du matin, une intervention de police a été menée afin d'exiger l'extinction des sound systems installés sur le quai. Au cours de celle-ci, des violences ont éclaté entre les participants à la fête et les policiers. Les rapports radio des effectifs de police en présence font état de l'usage de 33 grenades lacrymogènes, 10 grenades de désencerclement, 12 tirs de LBD et 1 tir de taser. Cette même nuit, 11 personnes ont chuté dans la Loire depuis le quai Wilson. 5 de ces chutes ont eu lieu durant l'intervention de police, y compris celle de Steve Mayakanisso. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte le 30 juillet 2019 à Nantes. La procédure a ensuite été dépaysée à Rennes le 4 septembre 2019. Cette procédure a abouti à la mise en examen de M. Grégoire Chassin, commissaire divisionnaire en charge des effectifs de police sur le terrain le soir des faits, M. Johan Mougenot, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique au moment des faits, M. Claude Darcourt, préfet de Loire-Atlantique au moment des faits. La procédure a également abouti au placement sous statut de témoin assisté de M. Thierry Palermo, directeur départemental de la sécurité publique adjoint en poste au moment des faits, M. Gilles Nicolas, maire adjoint de la ville de Nantes en charge de la sécurité, Mme Johanna Roland, maire de la ville de Nantes et présidente de Nantes Métropole, ainsi que les personnes morales de Nantes-Ville et Nantes Métropole. En novembre 2021, le laboratoire d'expertise indépendante Index a été désigné par le juge d'instruction en charge de la procédure pour accomplir la mission suivante: réaliser une vidéo de reconstitution numérique enrichie d'informations diverses relatives à l'affaire et permettant une compréhension synthétique de la complexité de l'incident. Après 18 mois d'enquête, le dossier judiciaire qui nous a été confié pour réaliser cette mission comprend plus de 4600 pages de documents, 130 vidéos pour près de 5 heures d'images et plus de 1400 fichiers de trafic radio et d'appels d'urgence pour 33 heures de bande audio. S'appuyant sur l'ensemble du dossier, ce rapport vidéo présente: premièrement, une reconstitution de l'intervention de police menée la nuit du 21 au 22 juin à Nantes le long du quai Wilson, à partir du croisement de tous les éléments de documentation disponibles: vidéo, audio, données de synchronisation et de géolocalisation, témoignages. Deuxièmement, une modélisation spatiale des informations disponibles concernant la chute de Steve Mayakanisso dans la Loire. Troisièmement, une synthèse récapitulative. Reconstitution de l'intervention de police. Lors de l'édition 2019 de la Fête de la musique à Nantes, le vendredi 21 juin, 10 sound systems s'étaient installés le long du quai Wilson, entre la grue grise et le pont des Trois Continents. Des barrières étaient installées entre le quai et la Loire, mais celles-ci s'arrêtaient à hauteur du parking. Sur une étendue d'environ 250 mètres, la partie est du quai Wilson donnait directement sur la Loire, sans protection. Le soir des faits, entre 4h et 5h du matin, le niveau de la Loire était entre 5 et 8 mètres en dessous du niveau du quai Wilson. En surface, le fleuve était traversé par un courant dirigé vers l'aval d'environ 0,75 mètres par seconde. Une caméra de surveillance située à proximité de la grue grise et contrôlée par un opérateur filmait en continu entre 3h et 6h du matin. L'horodatage de la caméra, correspondant à l'horaire en temps universel, constitue la référence temporelle utilisée dans le cadre de ce rapport.
À 3h53, le commissaire Chassin apparaît à l'image. Ce soir-là, comme pour chaque fête de la musique depuis 2015, il est chargé de la sécurisation. Sur le terrain, il dirige 10 effectifs de compagnie départementale d'intervention, 9 effectifs de brigade anticriminalité, 3 effectifs unités canines légères accompagnés d'un chien, 3 effectifs de police dans sa propre unité. Le dispositif prévoit aussi la disponibilité d'une unité mobile CRS mobilisable en renfort, composée d'environ 70 effectifs et une quinzaine de véhicules. Le commissaire Chassin est sous l'autorité du directeur départemental de sécurité publique adjoint, Thierry Palermo, situé au centre d'information et de commandement qui coordonne l'ensemble des opérations de service d'ordre ce soir-là. La communication entre le CIC et les unités sur le terrain s'effectue par radio. Plus tôt dans la soirée, vers 22h, le commissaire Chassin et certains de ses effectifs avaient effectué une première ronde le long du quai Wilson pour annoncer par avance aux organisateurs de chaque sound system que la musique serait tolérée jusqu'à 4h du matin au plus tard. Tolérance de fait pratiquée depuis plusieurs années à Nantes pour la fête de la musique. Le retour des effectifs de police quai Wilson à 3h53 marque le début de la ronde de fermeture des sound systems. À 4h0 et 38 secondes, le commissaire, dont l'indicatif radio est TI100, passe le message suivant au centre de commandement. TI100. TI100 transmettez. Ouais, donc à l'attention de TI 700 pour prendre en compte Vasseur pour se diriger vers les nefs parce qu'on va commencer à faire le tour des sound systems pour leur demander d'arrêter le son, sachant que de loin il est 4 heures et un certain nombre n'ont pas arrêté, donc il va falloir qu'on leur demande gentiment coupure. Donc s'il y a un peu de résistance, on aura besoin d'un peu de monde. D'après les auditions, la fermeture des premiers sound systems se fait sans difficulté. Le commissaire Chassin progresse à pied le long du quai, accompagné de 2 policiers, pour demander l'extinction de chaque sound system. Les autres effectifs suivent le long de la route avec les véhicules. Au fur et à mesure de l'extinction des sound systems, les participants à la fête se déplacent vers ceux qui émettent encore et se concentrent dans la partie est du quai. En parallèle, à 4h17, un individu chute en Loire, sans lien apparent avec l'intervention de police en cours. Les secours sont avertis, ainsi que le centre de commandement de la police. Dans les minutes qui suivent, l'opérateur de la caméra suivra l'opération de sauvetage de l'individu en Loire par les sapeurs-pompiers. Celui-ci sera récupéré à 4h25. D'après les auditions, le commissaire Chassin arrive à hauteur du 9e sound system situé devant un bâtiment appelé le bunker, autour de 4h20. À cet horaire, les sound systems 8 et 9 auraient été les derniers à encore émettre de la musique. Le commissaire Chassin s'adresse au DJ pour demander l'extinction du sound system. S'ensuit une altercation, les organisateurs se montrant récalcitrants à arrêter la musique. Des effectifs de la CDI sont situés en retrait entre le Barnum et leurs véhicules sur la route. Lors de l'intervention du commissaire avec les DJ, plusieurs policiers parlent d'une bousculade avec des participants à la fête opposés à l'extinction. À 4h24, le message suivant est passé à la radio. Ouais, de chauffeur 712, on vient de prendre des projectiles. Chauffeur 712, à quelle hauteur? Ouais, pour les tester, là, rejoignez-nous là un peu plus haut.
Hein, pour tous les effectifs, là, on va quitter le sound qui a été plus difficile à fermer. Puis, à 4h25... Là, il faut juste que le fourgon là, et les effectifs qui sont au niveau du fourgon nous rejoignent. Hein, un peu plus loin, on va faire baisser la pression. Et puis, donc, on a juste un sound là, qui a été plus récalcitrant. Mais bon, la musique est coupée. Hein. 20 secondes plus tard... 44 de TI100. TI100 transmetté. Ouais, le sound en question, par provocation, a remis la musique. Donc, on va se organiser, on va y retourner. Hein. C'est reçu en indiquant qu'on va le saisir son matériel s'il ne respecte pas les règles. Les véhicules avancent sur la route et stationnent à une trentaine de mètres du 9e Sound System. D'après les auditions, le commissaire Chassin transmet à ses effectifs l'ordre de s'équiper et de se casquer préventivement, sans autre indication quant à la suite de l'intervention. À 4h28, il transmet. Il sent une bouteille lancée dans notre direction donc, pendant notre préparation. J'ai 2 projectiles reçus. Dans les minutes qui suivent, l'opérateur de la caméra de surveillance continue de suivre la fin de l'opération de sauvetage de l'individu qui a chuté en Loire à 4h17. Les images de surveillance disponibles ne permettent pas de suivre les événements à l'extrémité est du quai Wilson. Néanmoins, un certain nombre de vidéos capturées par des témoins au niveau du 9e Sound System ont émergé dans le domaine public à la suite des événements. La première donne à voir la scène derrière le bunker à 4h30. T'inquiète, je filme tout, moi. On filme tout. On filme tout. Moi, je prends vos grosses gueules, là. Oh, regarde. On a tout filmé. Un tir de pistolet à impulsion électrique, ou taser, est visible à l'image. À partir des données enregistrées par la puce des PIE en dotation parmi les effectifs de police le soir des faits, nous sommes en mesure d'horodater précisément cette impulsion à 4h30 et 10 secondes. Cette vidéo montre qu'à 4h30, 8 policiers sont déjà présents côté quai des Enrochements, tous déjà casqués et faisant face à la zone où se trouve le public du 9e Sound System. Au moins 2 sont armés de tonfa, 2 portent des boucliers. Un policier tient un chien dont on entend les aboiements. Par ailleurs, sur la route, la voie de circulation semble libre en direction du pont des 3 continents. De l'autre côté des Enrochements, 5 autres policiers sont visibles, eux aussi déjà casqués. Dans l'ensemble, la situation est statique, si ce n'est pour le tir de taser qui a pour effet de repousser un individu de l'autre côté des Enrochements. Aucun jet de projectile n'est visible ou audible au cours des 17 secondes de la vidéo. À 4h31 et 44 secondes, le commissaire Chassin passe le message suivant sur les ondes radio. T100, projectile dans notre direction, utilisation de gaz lacryme. Projectile et usage des moyens lacrymogènes T100 reçus. À partir de 4h32 et 16 secondes, une autre vidéo de témoin permet d'observer la scène depuis la même zone en direction du bunker, du Sound System et de la Loire. Le commissaire Chassin est visible à l'image. Côté route, la voie semble encore libre pour circuler en direction du pont des 3 continents, si ce n'est pour le fourgon de police
dont le stationnement fait obstacle à la circulation. Vous nous avez balancé des trucs, on n'a rien fait. Putain. À partir de 4h32 et 45 secondes, l'opérateur de la caméra de surveillance réoriente la caméra vers le fond du quai Wilson. On distingue à l'image le nuage de gaz lacrymogène recouvrant la zone du quai située devant le bunker, ainsi que son déplacement vers la Loire par l'effet du vent. Une masse compacte de personnes est visible sur le quai au contact du nuage. À 4h32 et 49 secondes, les effectifs de police entament une progression à pied sur le quai, en direction du 9e Sound System. À partir de 4h33, les sources vidéo capturées par des témoins se multiplient, avec jusqu'à 5 vidéos tournées simultanément, en plus des images de vidéosurveillance. Nous avons procédé à la synchronisation de l'ensemble de ces sources entre elles, en identifiant des éléments visuels ou sonores présents dans au moins 2 de celles-ci. Lorsqu'aucun point de synchronisation n'était identifiable, nous avons utilisé les métadonnées originales de ces vidéos. Pour cette reconstitution, nous avons sélectionné et mis en relation les sources qui permettent de suivre de plus près le déroulé de l'intervention de police. À 4h33, la première ligne de policiers progresse devant le bunker. TI100 de TN44. Ouais, transmettez 44. Ouais, que vous pouvez nous faire une petite vidéo, nous dire ce qui s'est passé. Il sent là pour tout le monde. L'individu avec le survêtement vert, Brésil dans le dos, là, il a balancé des bouteilles, juste devant vous. L'individu désigné par le commissaire Chassin à ses effectifs comme ayant jeté des projectiles est visible à 4h33 et 30 secondes. Dans les instants qui suivent, un policier s'élance pour l'interpeller, suivi par le commissaire au pas de course. L'interpellation est observable dans une autre vidéo, dont la capture démarre quelques secondes plus tard. Dans le premier photogramme de la vidéo, un policier est visible à l'instant où il fait usage de son spray lacrymogène depuis le milieu du quai vers la Loire. Ce jet de gaz lacrymogène est identifiable dans la vidéo de surveillance. La synchronisation nous permet d'horodater cet instant à 4h33 et 45 secondes. Sale pute. Sur ce photogramme, l'individu interpellé est au sol, maintenu par 2 policiers. Derrière eux, on distingue le commissaire Chassin. Deux grenades lacrymogènes viennent d'être lancées sur le quai par les policiers. 2 autres sont lancées dans les instants qui suivent. La caméra de surveillance permet d'observer la dispersion du gaz sur le quai en direction de la Loire.
Au cours des 45 dernières secondes, les policiers qui ont interpellé l'individu au haut de survêtement vert l'ont emmené à l'arrière du bunker. Une autre vidéo permet d'observer la scène. En parallèle, les messages suivants sont passés sur les ondes radio. 44 de 712, il y aurait 2 individus qui auraient peut-être sauté dans la Loire à hauteur de notre intervention. C'est reçu, on revoit ça avec les SP. Ouais, c'est reçu. 712 affirmatif. 44 de paysans, attention. 44 de paysans, envoyez les pompiers, les sauveteurs, là, il y aurait peut-être des gens dans la Loire. À cet instant, l'individu interpellé parvient à s'extraire de l'emprise des policiers. Il ne sera plus interpellé par la suite. Les 3 policiers reviennent alors sur leurs pas, vers la zone du quai où sont encore concentrés la majorité des effectifs. Une autre vidéo capture la scène côté quai. Le commissaire Chassin est visible à l'image. Derrière lui, une grenade lacrymogène vient d'être lancée en direction du hangar. Un autre témoin filme à une dizaine de mètres en arrière sur le quai. Renfort rapide là, au niveau du quai Wilson. 12 secondes plus tard, la vidéo d'un autre témoin permet de suivre le repli des policiers à l'arrière du bunker. TI-100, des informations, notamment pour TI-700 qui en approche avec des lasseurs. 44 de TI-100. Donc, pris à partie sévèrement là, au niveau du bout du quai Wilson. Donc, il faut que la CRS vienne nous renforcer rapidement. Par ailleurs, il y aurait peut-être du monde dans la Loire. Hein. Donc, il faut envoyer des pompiers, reçu. Ouais, c'est reçu. Donc, tout est en route. TI-700 avec des lasseurs va arriver par
par le mine et les SP sont avisés. TI-700, il est TC. Vous stoppez les moyens lacrymaux en attente des renforts. TI-100 de TEN 44, c'est capté pour le message, donc on stoppe les moyens lacrymaux en attente des Vasseurs, des renforts. 44, attention les véhicules là, qui viennent nous appuyer, là, les véhicules CBI. Un témoin situé à proximité du commissaire Chassin a capturé le moment de cette dernière communication en vidéo. 44 de TI-100, les véhicules là, qui viennent nous appuyer, là, les véhicules CBI. Vous voyez la cavalerie? Vous voyez la cavalerie? Tout ça, c'est votre faute, bordel. Arrête! À partir de 4h38 et 54 secondes, une autre vidéo capturée à proximité permet de mieux suivre le mouvement des policiers. Et la fête de la musique, elle est où? La fête de la musique! La fête de la musique, putain de sa mère! On fait chaud, c'est quoi? Putain! Eh, vos enfants, ils sont fiers de vous! Vos enfants, ils sont fiers de vous, t'inquiète! Ça m'étonnerait! Vos enfants, ils sont fiers de vous! Ils vont se faire martyriser à l'école, dans toutes les écoles, ils vont se faire martyriser! 44 de plus, parce que les pompiers sont sur zone au niveau de la Loire. Il y en a un qui va éclater avec la gazeuse. Donc, comme tout à l'heure, ils ont été avisés de suite et ils font appel au bateau de la sécurité civile qui était à proximité et ils engagent également leurs moyens. Ils ont été avisés. La situation est statique pendant environ 2 minutes avant que des jets de projectiles sur les policiers ne reprennent. J'ai de projectiles encore dans notre direction. De nouveau, jet de projectiles, on temporise, le TI-100, on temporise. Alors, on temporise, la lacry va direction Loire. Hey, champion, champion. TN 44 de Vasseur 9. Vasseur 9 transmettez. On aura besoin d'un TPI à notre arrivée pour un interpellé pour outrage rébellion au niveau de la cantine du voyage. Interpellé à 4h30. TI-700, vous êtes bien parti en appui de TI-100 par l'autre côté? Affirmatif, on est au mouvement. À 4h41, la dispersion de gaz en provenance des dernières grenades lacrymogènes lancées le long de la route est visible sur les images de surveillance. Lors des 15 minutes suivantes, les vidéos filmées par des témoins se font plus rares. Les policiers sont en attente de renforts. Un usage de gaz lacrymogène est visible à 4h44, annoncé sur les ondes radio comme ayant été fait en réaction à des projectiles. Un tir de LBD est annoncé à 4h47. Un nouvel usage de gaz lacrymogène est visible à 4h50,
ainsi que celui d'une grenade de désencerclement à 4h51. Puis encore du gaz à 4h51 minutes et 40 secondes. Le commissaire Chassin annonce par radio être au contact des CRS à 4h52 minutes et 55 secondes, précisant que ceux-ci prennent la relève de ses effectifs sur le quai. À 4h56, les CRS sont visibles le long du quai en ligne. L'intervention de police prend fin. Sur les ondes radio, il est précisé que 4 policiers ont été blessés lors de l'intervention entre 4h30 et 4h50. À 5h43, les effectifs de police procèdent au décompte des armes utilisées et le transmettent sur les ondes radio. Au total, les policiers annoncent avoir fait usage de 33 grenades lacrymogènes MP7, 10 grenades de désencerclement, 12 tirs de LBD et 1 tir de taser. Le croisement de différentes sources d'informations concernant l'usage des armes par les policiers durant l'intervention révèle des discordances avec le décompte des moyens annoncés par chaque unité. Concernant les grenades lacrymogènes, leur usage ne nécessite pas que les policiers remplissent une fiche TSUA après leur emploi. Aucun registre ne permet de recouper le nombre de grenades effectivement utilisées. Le nombre total de grenades lacrymogènes que les policiers déclarent avoir lancées dans leurs auditions respectives s'élève à 17, contre 33 d'après le décompte annoncé à la radio par chaque unité la nuit des faits. Afin d'obtenir des informations complémentaires sur le nombre de grenades utilisées, nous avons procédé à une analyse visuelle des séquences de vidéosurveillance ayant capturé le processus de formation et de dispersion de chaque nuage de gaz. Nous avons recensé la formation de 7 nuages de gaz sur le quai Wilson entre 4h32 minutes et 47 secondes et 4h53 minutes, horaire après lequel aucun emploi de lacrymogène n'est constatable. Concernant le premier nuage, seule la fin de sa dispersion est visible sur les images de surveillance à partir de 4h32 minutes et 47 secondes. Celui-ci fera l'objet d'une analyse spécifique ultérieurement. Chaque nuage est formé par le dégazage de plusieurs grenades lacrymogènes. Une grenade MP7 contient 7 palets lacrymogènes de 5 cm de diamètre. Lors de son explosion, qui génère une forte détonation, les 7 palets lacrymogènes sont projetés sur un rayon variable et émettent chacun une fumée blanche et dense de gaz CS pendant environ 30 secondes. Une seule grenade MP7 peut couvrir de gaz lacrymogène une zone de 1000 m². Pour préciser le nombre de grenades correspondant à chaque nuage, nous avons croisé les informations visuelles disponibles dans la bande de vidéosurveillance avec celles issues des vidéos de témoins. D'après notre décompte, la formation du deuxième nuage correspond à l'emploi de 4 grenades lacrymogènes. Nous avons procédé de manière analogue pour les 6 nuages de gaz dont la formation et la dispersion sont entièrement visibles sur les images de vidéosurveillance. Nous avons décompté les grenades correspondantes. Au total, concernant les 6 nuages de gaz qui se forment entre 4h33 minutes 55 secondes
et 4h52 58 secondes, nous avons recensé l'emploi de 18 grenades lacrymogènes. Le nombre de grenades lancées lors de la première phase d'emploi des moyens lacrymogènes, correspondant à la formation du premier nuage de gaz, demeure inconnu. Dans leurs auditions respectives, 4 policiers reconnaissent avoir lancé des grenades lors de la première phase d'emploi de moyens lacrymogènes. Au total, au moins 5 grenades auraient été lancées durant cette phase de l'intervention. Dans les auditions, nous avons également relevé d'autres informations relatives au nombre total de grenades lancées lors de la première phase d'emploi des moyens lacrymogènes. À ce sujet, le commissaire Chassin déclarait: À peine commencions-nous à nous équiper que nous avons reçu d'abord quelques projectiles, puis une pluie de projectiles. C'est là où nous avons dû répliquer par une première salve de grenades lacrymogènes à destination de ceux qui nous canardaient, situés à droite de la petite construction en dur devant laquelle était installée la table de mixage du sound system. Nous nous trouvions à une distance d'une vingtaine de mètres, nos véhicules se trouvant stationnés sur la route adjacente, et nous avons répliqué par l'envoi de 4 ou 5 grenades à main de type MP7 ou plus. Dans son audition ultérieure par l'IGPN de Rennes, en réponse aux questions des enquêteurs sur cette phase de l'intervention, le commissaire déclarait: Je vous indique par une croix noire ma position au moment où il y a eu les premiers jets de projectiles. Je ne sais pas si je me suis déplacé par la suite. Le seul souvenir que j'ai ensuite, c'est cette personne qui vient vers nous en nous disant d'arrêter car des personnes seraient tombées dans la Loire. Ça se produit tout de suite après l'emploi des premières grenades. C'est à ce moment qu'il y a eu le plus gros emploi de grenades et que le nuage a été le plus gros. Par ailleurs, le policier de RIO 11 50 786, chef de section CDI, déclarait dans son audition par l'IGPN de Rennes: Entre le premier lancé et le dernier, il s'est passé peut-être une seconde. Je dirais 2 ou 3 grenades, quasiment lancées en même temps. Plus loin, il ajoutait: Un lancé a peut-être amené un autre fonctionnaire à lancer également. Un autre effectif de la section CDI, RIO 11 50 443, déclare quant à lui dans son audition: Je ne sais pas qui lance la première grenade. Ensuite, après les 2 ou 3 premières grenades renvoyées, il y a une deuxième salve jetée, dont une par moi. Là, il y a des lancers, de derrière moi également. Je ne peux pas vous dire combien de grenades ont été lancées lors de cette seconde salve. Il y en a eu plus que lors de la première salve. Cela a engendré un nuage plus compact. Lorsque les enquêteurs de l'IGPN lui demandent s'il avait eu conscience que le nuage de gaz consécutif à l'envoi des grenades se déplaçait vers la Loire, traversant la zone où se situait l'ensemble des fêtards, il répond: Au tout départ, non, c'est après. J'ai constaté cela après les lancers de la seconde salve qu'on a vu que le nuage partait vers la Loire et prenait tout le quai. Lors des auditions réalisées par l'IGPN de Rennes, les policiers ont annoté des plans indiquant, entre autres, les origines et directions des tirs de grenades lacrymogènes pour chaque phase d'intervention. Nous avons superposé l'ensemble des plans concernant la phase de l'intervention correspondant aux premiers usages de moyens lacrymogènes. Le plan d'ensemble résultant fait apparaître une zone dans laquelle les premières grenades auraient explosé. 2 policiers font état de tirs de grenades en direction de la Loire. D'après les données enregistrées par la station météorologique de Nantes-Atlantique, le 22 juin 2019 entre 4h et 5h du matin, le vent soufflait du nord-est avec une direction générale de 50 degrés, à une vitesse moyenne de 12,5 km/h, avec des rafales à 25 km/h. À partir de la zone d'explosion des premières grenades retenues, et en prenant en compte la direction générale du vent, nous pouvons visualiser une zone indicative de dispersion du premier nuage de gaz lacrymogène sur le quai Wilson. En comparant la modélisation de cette zone de dispersion indicative avec les images du premier nuage de gaz disponible, nous constatons une cohérence visuelle entre la zone visiblement recouverte par le nuage lacrymogène dans les images et la zone modélisée.
Celle-ci peut être considérée comme une zone d'exposition directe au gaz lacrymogène généré par le premier nuage. Nous avons ensuite cherché à délimiter la zone du quai dans laquelle les effets du premier nuage de gaz étaient perceptibles par les personnes qui s'y trouvaient. Plusieurs éléments indiquent que cette zone est considérablement plus étendue que la première. Il est ici nécessaire de prendre en compte les paramètres de prise de vue de la caméra de surveillance. Celle-ci est située à environ 500 mètres de la zone du quai concernée, et les conditions de luminosité générale sont faibles. De ce fait, les images de vidéosurveillance où des nuages de gaz apparaissent ne permettent pas de visualiser leur étendue effective. Certains photogrammes de la vidéo de surveillance, capturés au moment de l'explosion d'une grenade de désencerclement, révèlent une étendue de dispersion plus importante pour chaque nuage de gaz, grâce aux flashs lumineux générés à proximité des nuages par l'explosion. Par ailleurs, au cours de la procédure judiciaire, plusieurs témoins ont déclaré avoir été affectés par le gaz lacrymogène alors qu'ils se trouvaient à une distance de plus de 100 mètres par rapport au bunker. C'est le cas, notamment, de l'équipe de 4 secouristes de la Protection civile Loire-Atlantique qui se trouvaient en intervention sur le quai Wilson, à hauteur de la rue de la Guyane, à partir de 4h25. Dans leurs rapports d'intervention respectifs, ainsi que dans leurs auditions ultérieures, tous témoignent d'avoir été fortement incapacités par un nuage de gaz lacrymogène, au point de devoir se replier en urgence vers leur véhicule. L'un des secouristes, Charles M., inscrivait dans son rapport daté du 26 juin 2019 : Un nuage de lacrymogène s'abat sur le quai Wilson, créant un mouvement de panique impressionnant. J'entends des explosions, des gens crier. Les personnes présentes courent comme désorientées. Avec Joanne et Lorraine, nous nous mettons en protection de la victime, toujours au sol, quand Florian nous crie de nous protéger des lacrymogènes. Malheureusement, le nuage nous attend en quelques secondes. La sensation est horrible. La concentration de gaz rend l'équipage incapable de prendre en charge la victime. Je ne vois quasiment plus rien et ai un mal fou à respirer. Mais je pense à mon équipe et essaie de leur sortir un masque pour les protéger des lacrymogènes. Cela ne sert à rien. La concentration est telle que nous sommes tous livrés à nous-mêmes. À aucun moment, je n'avais vu les forces de l'ordre ni entendu de sommation. À partir du plan annoté annexé à l'audition de Florian S., chef d'équipe des secouristes, nous avons positionné leur lieu d'intervention sur le quai Wilson. Celui-ci se trouve à une distance de 135 mètres du bunker. La vidéo de surveillance montre le véhicule de premier secours à la personne stationné à proximité du lieu d'intervention. La porte arrière du véhicule s'ouvre à 4h36 et 48 secondes. Et celui-ci démarre à 4h39 pour quitter les lieux. L'équipe de secouristes se trouvait donc sur le quai Wilson entre 4h25 et 4h36. Cette plage horaire correspond à la formation du premier et du deuxième nuage de gaz lacrymogène. Dans son rapport d'intervention, Florian S. précise que son équipe et lui-même ont ressenti les premiers effets du gaz lacrymogène, puis entendu des détonations de grenades, après quoi les effets ressentis du gaz se trouvaient majorés. À 4h34, après avoir entendu les détonations, le chef d'équipe passe un appel au sauveteur nautique Patrick G. afin de signaler la présence d'un individu dérivant en Loire. Ces éléments confirment que les secouristes ont été affectés aussi bien par le premier que par le deuxième nuage de gaz. Nous pouvons en conclure que la zone du quai dans laquelle les effets du premier nuage de gaz étaient perceptibles s'étend au moins jusqu'au lieu d'intervention des secouristes visualisé sur le modèle 3D. La zone d'effet du premier nuage de gaz s'étend au-delà de sa zone d'exposition directe sous l'action générale du vent, pour cause de facteurs divers, tels que l'émission omnidirectionnelle de gaz depuis les palais lacrymogènes incandescents, ou l'incertitude relative à la direction et à la force locale du vent. Si cette zone d'effet s'étend principalement vers l'ouest du quai, dans le sens général du vent, il est fortement probable que les effets du premier nuage de gaz aient également été ressentis à l'est de cette zone, bien que dans une moindre mesure.
Compte tenu des données disponibles, il n'est pas possible de produire une modélisation précise de la zone d'effet du premier nuage de gaz. Néanmoins, les données disponibles nous permettent de visualiser, de manière indicative, une zone d'exposition directe au premier nuage de gaz sur le quai, ainsi qu'une zone d'effet partielle issue de la localisation de différents témoignages, dont l'étendue effective est probablement plus importante dans toutes les directions. Modélisation spatiale des informations disponibles concernant la chute de Steve Mayakanisso dans la Loire. La nuit du 21 au 22 juin 2019, Steve Mayakanisso se trouvait sur le quai Wilson dès 21h, heure à laquelle l'un de ses amis, Camille B., l'aurait rejoint sur place. Entre minuit et 4 heures du matin, il a été aperçu par plusieurs amis et connaissances alors qu'il dansait devant différents sound systems installés sur le quai. Plusieurs d'entre eux indiquent qu'il portait un sac à dos. Deux précisent qu'il était noir ou gris foncé. L'un de ses amis, Ludovic S., déclarait dans son audition qu'il était avec lui avant 3h50, horaire approximatif auquel M. Mayakanisso aurait déclaré être fatigué et serait parti s'allonger au bord du quai Wilson pour se reposer. Ludovic S. déclarait avoir gardé un œil sur lui alors qu'il continuait à danser, puis qu'il serait venu le réveiller 10 à 20 minutes plus tard. Il se serait ensuite absenté avec le projet de le retrouver peu après pour le ramener à son domicile. Dans son audition, Camille B. déclarait qu'il dansait avec M. Mayakanisso devant le sound system numéro 8, vers 4h30, au moment où la musique a été coupée. Au cours de la procédure d'enquête, l'exploitation des données de téléphonie mobile enregistrées par l'opérateur de la ligne de M. Mayakanisso a révélé que la dernière accroche de son téléphone à une cellule, ou ping, a eu lieu à 4h33 et 14 secondes. Ce ping a été enregistré par une antenne relais située en face du quai Wilson. Le téléphone de M. Mayakanisso, retrouvé dans la poche de son pantalon, a fait l'objet d'une expertise technique approfondie. Le rapport qui en est issu parvient à la conclusion suivante. Suite au test d'immersion des smartphones respectant le même scénario, l'analyse technique permet de conclure que l'heure de la chute de la victime dans la Loire concorde à l'heure du dernier ping relevé par l'opérateur SFR. Par ailleurs, un second rapport d'expertise concernant la zone géographique de couverture de l'antenne relais qui a enregistré le dernier ping établit la conclusion suivante. L'ensemble des mesures effectuées a permis d'établir que la zone géographique la plus probante pour qu'un téléphone mobile accroche la cellule 4G SFR numéro 208 10 95 CE 314 en qualité de cellule de service, donc meilleure cellule reçue, se situe en contrebas du quai Président Wilson, au niveau du fleuve et au plus près du quai. En effet, à ce niveau, la hauteur du quai par rapport au niveau du fleuve, notamment à marée basse, engendre un effet de masque des principales cellules relais reçues sur le quai. Une annexe de ce rapport permet de visualiser la couverture réelle, en tant que cellule de service, de la cellule qui a enregistré le dernier ping du téléphone de M. Mayakanisso. Cette visualisation indique qu'à proximité immédiate du quai Wilson, un téléphone du même type que celui de M. Mayakanisso ne peut accrocher la cellule en question que lorsqu'il se trouve dans les zones marquées en vert sur le plan. Il en découle que les zones marquées en vert le long du quai Wilson correspondent aux zones de chute possibles de M. Mayakanisso dans la Loire. Nous avons reporté ces zones de chute possibles dans le modèle 3D afin d'étudier leur localisation par rapport aux autres données disponibles. À 4h33 et 14 secondes, horaire de la chute de M. Mayakanisso dans la Loire, une vidéo permet de situer précisément la position des policiers en cours d'intervention. Ceux-ci sont en train de progresser en ligne sur le quai Wilson. La première ligne est à hauteur du Barnum du 9e Sound System. Les autres policiers, dont le commissaire Chassin, sont situés à quelques mètres en arrière.
En plus de M. Mayakanisso, 4 autres personnes ont chuté en Loire en même temps que le premier nuage de gaz lacrymogène recouvrait le quai Wilson. La zone de chute de 3 d'entre elles a pu être reconstituée. Une fois reportée sur le modèle 3D, il apparaît que cette zone de chute est en partie située dans la zone d'exposition directe au gaz du premier nuage lacrymogène. Dans leurs dépositions successives, les 4 personnes déclarent toutes que leur chute est directement liée aux effets du gaz lacrymogène, notamment à la désorientation et au manque de visibilité. L'une d'elles détaillait son expérience. Les yeux ont commencé à me piquer. J'avais du mal à respirer, je m'étouffais, j'ai commencé à paniquer. J'ai mis mon sweat devant moi pour me protéger les yeux et la bouche car ça me faisait vraiment mal. J'ai vu une personne courir, je me suis mis aussi à courir. Je ne voyais que les pieds de cette personne. Je ne voyais pas à plus d'1 mètre. Tout d'un coup, je n'ai plus vu les pieds que je suivais. J'ai continué d'avancer en courant et je suis tombé dans l'eau. Je n'ai rien compris. Parmi les vidéos tournées par des témoins, une séquence filmée à 4h41 le long de la route offre une vision rapprochée des effets d'un nuage lacrymogène en termes de désorientation et de réduction de la visibilité. L'individu pris dans le nuage de lacrymogène avance en se couvrant les yeux avec son avant-bras. Il n'aperçoit pas le véhicule garé sur la chaussée et le heurte de plein fouet. Les 4 personnes citées précédemment ont été récupérées par le bateau de la Sécurité nautique atlantique, piloté par Patrick G. Leur récupération a eu lieu entre 4h40 et 4h46. Les positions GPS de récupération de chacune ont été rapportées sur le modèle 3D. Lors de son avancée en canot vers le pont des 3 continents, afin de récupérer les personnes en Loire, Patrick G indique avoir vu flotter un sac à dos noir à 4h38, à un endroit dont il fournit les coordonnées GPS. Plusieurs autres témoins indiquent avoir vu dériver un sac à dos sombre dans le même temps. Une fois récupéré par le canot de la Sécurité nautique atlantique, l'une des personnes qui ont chuté en Loire, Alexis B, apparaît choqué. Il indique avoir été témoin d'une noyade qu'il raconte dans sa déposition. J'ai pu m'accrocher le bras contre une des alvéoles de la paroi qui se situait sous le quai. J'ai récupéré un peu mes esprits, et étant accroché, j'ai vu quelqu'un qui dérivait du pont des 3 continents en direction de la grue grise. Il avait une silhouette d'homme, mais je n'en suis pas certain. Cette personne se débattait en battant des bras. Avec mon bras droit, je l'ai attrapé par le vêtement du haut. Je ne pourrais pas décrire ce vêtement ni cette personne, mais cette personne me tirait vers le fond. Je commençais à couler. Ma prise avec mon bras gauche n'était pas suffisamment assurée. La croche sur l'alvéole commençait à me glisser entre les doigts. J'ai dû lâcher cette personne pour pouvoir ressortir la tête hors de l'eau, respirer et pouvoir me raccrocher sous le quai. Mais il y avait de la vase et je glissais. La personne que j'avais tenue est partie en dérivant vers la grue grise. Elle continuait à se maintenir à la surface avec les bras. Il ajoute, plus loin dans sa déposition, « Dès que je suis installé dans le bateau, j'ai demandé à la personne qui était en face de moi si c'était elle que j'avais réussi à rattraper. Elle m'a répondu que non. Comme ce n'était pas elle, j'ai dit au sauveteur que quelqu'un s'était noyé et qu'il fallait l'aider. » Plusieurs témoins déclarent avoir aperçu un individu qui dérivait dans la Loire alors que le quai Wilson était recouvert par un nuage de gaz lacrymogène. 3 d'entre eux ont suivi sa dérive sur une distance d'environ 100 mètres, avant de le perdre de vue. L'un des témoins a appelé les pompiers à 4h41 et 17 secondes, alors qu'ils l'observaient encore. Ils le perdent de vue alors que l'individu continue de dériver vers la grue grise. Au cours de l'enquête, leur témoignage a fait l'objet d'une reconstitution sur les lieux de l'incident. Nous avons rapporté dans le modèle 3D les positions de leur déplacement le long du quai, d'après les photos de constatation. Dans la vidéo de surveillance, entre 4h37 et 4h41, on peut distinguer des personnes au bord du quai qui tiennent un appareil lumineux à la main. Les personnes longent le quai en direction de la grue grise en agitant une source de lumière. Leur position à l'image
est cohérente avec la reconstitution du déplacement des témoins qui ont suivi la dérive d'un individu en Loire. Synthèse récapitulative. Différents témoignages, concordants en temps et en lieu, font état d'un individu à la dérive dans la Loire qui ne sera pas récupéré par les sauveteurs. Sur la base de leur recoupement avec les données disponibles concernant l'horaire et la zone de chute de la victime, nous pouvons retenir comme probable l'hypothèse selon laquelle cet individu était Steve Mayakaniso. Concernant les zones de chute possibles de M. Mayakaniso, nous constatons que la majorité des sections du quai à partir desquelles sa chute serait compatible avec le dernier ping émis par son téléphone sont situées à proximité du bunker. Compte tenu des différents témoignages qui situent M. Mayakaniso à proximité du bunker quelques minutes avant sa chute en Loire, il apparaît comme fortement improbable que M. Mayakaniso ait pu chuter à hauteur de la section du quai située le plus à l'ouest. Aucun autre élément disponible ne permettrait de recouper une telle hypothèse. Les sections du quai Wilson, à partir desquelles la chute de M. Mayakaniso a la plus forte probabilité d'avoir eu lieu, sont principalement situées à l'intérieur de la zone d'effet partiel du premier nuage de gaz lacrymogène établi dans la première partie de ce rapport. D'après les déclarations des policiers, au moins 5 grenades MP7 auraient été lancées en tout début d'intervention et ainsi contribué à la formation du premier nuage de gaz lacrymogène. En raison des nombreux facteurs contribuant à la dispersion du gaz lacrymogène propulsé par chacun des 7 palets qui composent une grenade MP7, la zone du quai dans laquelle les effets du premier nuage de gaz étaient perceptibles est très probablement plus étendue que la zone d'effet partiel indiquée sur le modèle, et ce dans toutes les directions. Compte tenu de l'ensemble des données disponibles, et en particulier de la localisation des sections du quai Wilson à partir desquelles la chute de M. Mayakaniso a la plus forte probabilité d'avoir eu lieu, il est fortement probable que M. Mayakaniso ait été affecté par du gaz lacrymogène au moment de sa chute dans la Loire. Par ailleurs, à l'horaire précis de sa chute dans la Loire, un groupe de policiers progresse sur le quai Wilson à hauteur du Barnum du 9e Sound System, à une distance de 16 mètres du quai. Au vu de la proximité des policiers avec la zone de chute avérée de 4 individus, ainsi que des zones possibles de chute de M. Mayakaniso dans la Loire, l'hypothèse selon laquelle la chute de ces individus, y compris celle de M. Mayakaniso, serait en lien avec la progression des policiers sur le quai Wilson, ne peut être écartée. Enfin, la procédure d'enquête a établi que le quai Wilson était propriété de l'État. Sur instruction du préfet de Loire-Atlantique, toute l'étendue du quai a été sécurisée par la pose de clôture en janvier 2020, 7 mois après la mort de Steve Mayakaniso.